Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Le but de ce TP, c'est la détermination de la masse équivalente des éléments à travers des expériences conçues dans un laboratoire. Automatiquement, il ne faut pas oublier que toute cette expérience elle est basée sur la théorie de le savant chimiste allemand Richter, qui a établi une relation qui est prouvée par l'expérience en 1792. Donc, nous sommes vers la fin du 17e siècle. Donc, automatiquement, dans le temps, le développement des machines technologiques n'a pas été fait d'une manière vite, comme au début du début du XXe siècle. Donc, les savants d'autrefois, comment ils faisaient réagir les éléments pour obtenir des produits ou bien des composés chimiques, alors qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils réalisaient les expériences en utilisant des entités chimiques. Cette entité peut être une quantité de matière exprimée en grammes ou bien exprimée en mol. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple, pour avoir le produit chimique D, on fait réagir un produit chimique A avec un produit chimique B pour avoir le produit chimique D. Et il reste automatiquement quelques quantités de matière du produit A et quelques produits de matière du produit B qui n'ont pas été réagis avec l'autre réactif. Automatiquement, alors on faisait appel au concept de la masse équivalente. Dans tous les cas, la masse équivalente peut être égale à la masse molaire atomique de l'élément ou bien du composé chimique. Dans ce concept-là, la pesée des éléments ou bien des composés chimiques, à ce temps-là, on n'utilisait pas des balances techniques ou bien analytiques aussi développées. Donc, on travaillait avec des entités chimiques. Alors, le savant Richter, il a donné une définition, ou bien il a supposé une supposition qui a été vérifiée plus tard par l'expérience, c'est que lorsqu'on fait réagir deux composés chimiques, c'est des réactifs A et B, de masse respective M1 et M2, de masse équivalente Y1 et Y2, il a déduit, ou bien il a trouvé que le rapport des masses M1 sur M2 est égal au rapport des masses équivalentes Y1 et Y2, qui est égal toujours à une constante. Ici, il se base toujours sur les nombres stéchiométriques. C'est-à-dire que pour la formation de l'eau, on a besoin de 8,000 g d'oxygène avec 1,008 g d'hydrogène. Et cette proportion, elle est toujours vérifiée. On ne peut pas avoir 8 g d'oxygène et 2 g d'hydrogène. Non. Donc, c'est des proportions qui sont bien définies dans le temps et dans l'espace. D'où la sortie d'une théorie, c'est que la masse équivalente d'un élément ou bien d'un composé chimique, elle est toujours égale à la masse qui réagit avec 8,00 g d'oxygène ou bien avec 1,008 g d'hydrogène. Pourquoi on a choisi ces deux éléments? Il ne faut pas oublier qu'on est dans la fin du XVIIe siècle. Les composés chimiques qui ont été découverts en ce temps-là, la majeure partie des produits chimiques, soit il existe dans leur formation un élément d'hydrogène ou bien un élément d'oxygène. C'est pour ça que lorsqu'elle a fait établir sa supposition, qu'il a vérifiée plus tard par l'expérience, il a dit que sur ce principe-là, on considère que la masse équivalente de l'hydrogène, elle est toujours égale à 1,008 g et la masse équivalente de l'oxygène qui est égale à 8,00 g. Alors, sur ce concept-là, comment définir la masse ou bien déterminer la masse équivalente d'un élément ou bien d'un composé d'une manière expérimentale? Il existe des moyens expérimentaux pour déterminer la masse équivalente d'un élément ou bien d'un composé chimique. Il y a premièrement la méthode directe, et dans la méthode directe, elle se consiste automatiquement, elle est déterminée à partir des résultats
de formation d'un composé hydrogéné ou bien oxygéné avec l'élément, par exemple l'oxydation contrôlée d'une quantité de magnésium par condition qui conduit par la formation d'un oxyde de magnésium qui est le MgO. Automatiquement, connaissant la masse équivalente de l'un des constituants, on peut déterminer la masse équivalente de l'autre constituant qui est, par exemple, le magnésium. Il y a aussi la méthode analytique, qu'on fait analyser d'une manière quantitative le composé chimique à ses composés élémentaires. Alors, connaissant la masse équivalente de l'un des composés constituant le composé chimique, on peut déterminer la masse équivalente du produit ou bien des autres éléments constituant le produit chimique. Il y a aussi la méthode qui est basée sur le dégagement du gaz d'hydrogène, c'est-à-dire en faisant réagir l'élément ou bien le métal ou bien le composé chimique par une base forte ou bien un acide fort, et on va mesurer la quantité ou bien le volume du gaz d'hydrogène qui est dégagé, et ce volume-là, à travers l'utilisation d'autres formules, on peut déterminer la masse équivalente du composé qui a réagi avec l'ion hydrogène qui appartient à l'acide. Il y a aussi la méthode électrochimique qui se base sur le précipité qu'on peut avoir après une réaction de précipitation, et cette méthode se base essentiellement sur les lois de Faraday, c'est-à-dire la première loi de Faraday et la deuxième loi de Faraday. Mais en ce qui concerne, pour réaliser cette expérience, automatiquement, on va choisir l'une de ces 4 expériences du temps par la disponibilité du matériel, qu'il s'agit de la méthode de dégagement du gaz d'hydrogène. Donc, on fait réagir un métal avec un acide hydrochlorique concentré, une quantité bien déterminée du métal, et on va calculer le volume du gaz dégagé.